C'est vrai que les précédents, je ne les avais pas appelés romans, je les avais pas, sauf le tout premier, Futur Ancien Fugitif, qui me ressemblait pour le coup pas vraiment à un roman, puisque c'était quand même un roman vraiment, alors on va dire très poétique, ou par poésie, comme on dirait un roman par lettres, c'était un roman par fragments. Mais dans mon esprit, c'était sincère, c'était pas une provocation. D'ailleurs, des gens m'ont dit, ah, on n'est pas dupes. Je me souviens de ça, c'était drôle, parce que comme si j'avais fait une provocation, et c'était vraiment pour moi assez sincère. Et depuis ce livre-là, donc c'est assez long, toute la série des Robinson, il n'y avait rien marqué. Et au fond, chez Péwell, c'est rare que ce soit marqué. Alors, peut-être aussi que c'était pour une chose qui va peut-être disparaître, enfin, un espèce d'amour du texte, entre guillemets. C'est-à-dire que les livres, souvent de chez Paul, sont inspirés par la poésie ou sont prosaïques, mais ils ressemblent à des textes plutôt. Mais j'avais besoin de mettre roman, peut-être à cause du titre, peut-être parce que justement ce titre pourrait induire un peu en erreur, comme si c'était une sorte de manuel, ou comme un peu, d'ailleurs dans la suite du précédent, Histoire de la littérature récente, ça a un peu le même ton, ou Revue de littérature générale, comme je l'ai fait avec Pierre Alféry. Donc c'était pas mal de ne pas tromper le lecteur en disant attention, c'est un roman. Alors que ça pourrait apparaître comme un livre d'ordonnance, ou des conseils de développement personnel, ou de l'automédication peut-être, je sais pas, un manuel d'automédication. C'est pas vraiment ça. Voilà, donc... alors c'est un roman, je finis par m'en rendre compte, je m'en suis rendu compte aussi à la fin, j'avais pas d'idée préconçue, j'ai pas pensé, je vais faire un roman. Il est vrai que pour la première fois, toute la série des Robinson, les 7 livres, c'est toujours un peu la même affaire. Il y a toujours un héros, un Robinson, dans différentes situations, à chaque fois confronté à une nouvelle mission. Et en face de lui, il y a des personnages qui sont un peu pâles, qui sont un peu comme des cartes à jouer, comme dans Lewis Carroll, comme dans Alice au Pays des Merveilles. Finalement, j'ai fait 7 livres avec cette disproportion entre un monologue très riche et finalement une platitude et une très grande violence en général des autres protagonistes. Là, ils sont 3 et c'est équilibré. Et d'ailleurs, il m'est arrivé dans la fabrication du livre quelque chose d'assez étrange. J'ai fait une première version il y a 2 ans et j'avais pu extirper d'une masse de documents un peu étranges, comme toujours, comme je travaille par fragments, par accumulation. Je tenais à ce début, que finalement j'ai maintenu, ce début avec la mort le narrateur perd son demi-frère, enfin, enterre son demi-frère. Et le reste était un peu dans des séries de scènes assez comiques, et qui finalement s'étaient déséquilibrées, ça marchait pas. Et j'ai pris un an supplémentaire, j'ai repoussé la sortie du livre, pour le sortir donc en janvier de cette année. Et j'ai passé beaucoup de temps finalement à rêver les personnages, les autres personnages. Et finalement à équilibrer la chose. Alors on pourrait déjà dire c'est un roman, oui, parce qu'il y a dialogue entre des êtres, ça, et qui en plus ont un destin, se développe au cours du livre. Il y a une histoire quand même qui dure plusieurs années, même s'il y a une unité de lieu, ce qui aussi donne un aspect assez romanesque. Enfin, avant j'avais un personnage qui était comme une boule qu'on lançait et qui traversait dans un roman comme un roman picaresque, qui traversait plein de petites aventures. Là, c'est réduit à un seul lieu qui est cette espèce de campagne vide, voilà, que j'essaie de décrire. C'est un roman aussi peut-être parce que, ça c'était déjà dans mes précédents livres, pour dire une chose que peut-être tous les écrivains ressentent et tous les lecteurs, c'est des systèmes de correspondance assez curieux, que finalement je finis par, d'ailleurs moi-même, voir que quand le livre est fini, c'est que je me dis, mais au fond, ceci fait écho à ça, il y a une sorte de rhapsodie qui fait que les choses se télescopent, et ça donne du coup une certaine épaisseur, de voir la même chose à un autre moment du livre, comme si on ouvrait une porte d'un appartement par une autre porte qu'on n'a pas l'habitude d'ouvrir, et tout à coup on se dit ah mais je l'ai vu de l'autre côté, enfin on a un sentiment de familiarité avec les choses, voilà, donc il y a ça. Et alors donc je sais pas, c'est plus un roman. Alors est-ce que c'est attends, je suis pas un spécialiste de l'histoire des genres en littérature, mais quel rapport a le roman avec l'autofiction? C'est pas tout à fait pareil. Est-ce que l'autofiction est une branche du roman? Bon, en tout cas là il y a roman parce que je m'approche peut-être plus près que les autres livres, que dans les autres livres, ou plutôt je m'approche de l'autobiographie, ou disons peut-être que sur 30 ans, c'est comme si j'avais fait un mouvement lent pour finalement nommer les choses plus intimes, que je crois, je n'avais pas volontairement cachées, mais qui
que je n'ai pas caché, mais dont j'ai profité pour modestement quand même me mythologiser un peu. C'est-à-dire donner une dimension étrange, une dimension plus chaleureuse, plus bizarre à mes propres histoires personnelles. Et finalement, j'ai réussi un peu à, non pas masquer les choses, mais à m'en servir, à diffuser, si je puis dire, ces douleurs, par exemple, puisque cela traite de ça, ces maladies. De quelle maladie s'agit-il? Puisqu'il s'agit de soigner, alors bon. Et j'ai réussi jusqu'ici à ne pas dévoiler, entre guillemets, le réel, parce que j'ai jamais pensé que c'était très important de savoir si les choses étaient vraies ou fausses. Enfin, dans ce livre, tout est vrai. Le premier thème du livre, la première idée du livre, très simple, il y a plusieurs années. D'ailleurs, le titre Médecine Générale, je l'avais trouvé, enfin, je l'avais gardé bien avant la pandémie. J'ai failli d'ailleurs plutôt le supprimer, mais c'est la maison d'édition qui m'a dit garde-le, puisque c'était ton titre. Donc, c'est pas un titre opportuniste. J'étais même ennuyé, si vous voulez, que ça puisse avoir l'air de légiférer sur cet événement énorme trop vite. Mais je vais garder ça. Le premier plan, la première vague idée que j'avais tout au début, à l'origine du livre, c'est au fond une idée que j'ai, c'est toujours la même, celle que je déploie dans mes livres comme je peux, c'est l'histoire de la tyrannie. Je voulais analyser le phénomène suivant. Qu'est-ce que c'est que construire une secte sans le vouloir? Qu'est-ce que c'est qu'une secte involontaire? Pourquoi des gens qui se mettent ensemble pour se faire du bien, en l'occurrence, puisque c'est le thème de ce livre, pour se soigner, pour surtout essayer de comprendre de quoi ils sont malades, pourquoi ces gens-là, à un moment donné, à cause d'un des leurs, donc le narrateur, on va l'appeler le narrateur principal, il s'appelle Closure dans le livre. Ce qui est un drôle de nom, hein, Closure, ça on dirait un nom de maladie lacanienne, c'est curieux, mais c'est le vrai nom du narrateur. Et ce vrai nom, alors il y a donc ces trois personnages, et c'est surtout lui évidemment qui est un espèce de tyran domestique, et ce qui m'a beaucoup amusé de faire, c'est de voir comment dans une vie quotidienne, en créant des règles minuscules, en changeant l'heure des réveils, en obligeant les gens à faire des tâches, etc., progressivement, ils deviennent une secte sans vraiment s'en rendre compte, et c'est toujours passionnant. Parce que qui s'en rend compte qu'il fait une secte? Le gourou, le chef ou les adeptes? C'est une question qui m'a toujours passionné. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à exécuter ce projet, et puis je ne l'ai pas réalisé jusqu'au bout. C'est la chance d'un écrivain, c'est qu'on peut se faire un plan de départ, échanger, et progressivement, le livre est devenu tout autre chose que cet argument. Voilà. Oui, ce qui m'intéresse, c'est justement d'étudier la toute petite frange qu'il y a entre une communauté volontaire et où les gens sont censés s'associer pour des belles raisons et d'y rester pour de belles raisons, et puis là, le moment où ça devient une secte avec une violence considérable et une séquestration. Alors ça m'a toujours beaucoup intéressé parce que, je sais pas, c'est peut-être si on faisait de l'analyse, là maintenant, j'étais sur le divan avec vous, Jean-Paul Hirsch, moi je dirais peut-être c'est mon père, peut-être que c'était mon père, que je fantasmais comme n'importe quelle personne finalement, comme une sorte de pouvoir tutélaire, incompréhensible, et donc j'ai toujours envie de rejouer. Il y a une scène primitive sans doute, que j'arrête pas de déployer comme je peux et de la rendre la plus comique possible. Parce que tout ce qui m'intéresse au fond, c'est ce que j'ai découvert. C'est François Roustan, l'hypnotiseur, je trouve, psychanalyste étonnant, qui a fait un texte sur la lecture qui est très beau, et qui peut tout à fait correspondre à l'écriture. Il dit, pour lire, il dit plusieurs choses, plusieurs conseils, il donne des conseils très précis. Il dit, ce qui est intéressant pour un lecteur, c'est d'apercevoir la terreur de quelqu'un, d'une histoire, n'importe quoi, ou d'un sujet, d'un héros, etc., à travers un prisme comique. C'est comme si on regardait une chose effrayante par le trou de la serrure comique. Et inversement, alors ce qu'il ne dit pas, mais on peut tout à fait inverser et dire qu'est-ce qu'un écrivain? C'est quelqu'un qui fait l'effort, non pas de cacher sa terreur, mais de la faire au contraire passer, par au contraire à un autre, par le prisme du comique aussi, par délicatesse au fond pour le lecteur, pour lui permettre de pouvoir non pas lui imposer cette violence, mais qu'il puisse la sentir, et lui-même investir la sienne et devenir un vrai lecteur, c'est-à-dire s'amuser. Si un livre n'est pas amusant, dans tous les sens du terme, alors c'est un livre pour les sectes. C'est un livre de coercition. Il faut donc, pour qu'il y ait ce contrat, comme on dit, ce contrat de lecture, comme on dit maintenant, il faut qu'il y ait un don et un contre-don, il faut que ça circule. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut être dissimulé, mais il faut trouver, comme on plonge un bâton dans l'eau, il faut que ça parte.
Et donc, moi, je pense, j'ai choisi ça. Je ne peux pas m'empêcher d'écrire dans le comic. Mais quel comic? Ça, le problème que j'ai eu avec ce livre nouveau, vraiment nouveau par rapport aux autres, c'est que j'avais cette scène du départ, cette scène tragique, on va dire, a priori tragique, et j'avais à côté de ça, pendant 2 ans, des matériaux, des idées, des scènes, etc., qui m'amusaient, que j'aimais faire, mais qui ne faisaient pas le poids. Et d'ailleurs, ce que j'ai fait pendant un premier temps, c'est que je me suis dit, bon, ben, je vais rendre cette chose terrifiante, cette première scène du frère, je vais la rendre comique comme les autres. Et à ce moment-là, patatras, tout s'écroulait. Et inversement, j'ai essayé d'écrire plus profondément, de manière moins speed, de manière moins caricaturale, de manière moins crayonnée. J'ai voulu faire tout le livre comme ça à un moment donné. De faire un livre encore plus réflexif, un peu comme Histoire de la littérature. Ça ne marchait pas non plus. Je me suis trouvé dans une impasse, mais vraiment impressionnante. Et donc j'ai pris une année de plus et je vais commencer à rêver les personnages. Comme j'avais jamais fait ça. C'est peut-être là où la réponse à votre question, c'est peut-être là où il y a du roman. C'est que j'ai pris un certain temps pour m'attacher à eux. Alors je ne suis pas en train de vous dire ce qu'on disait apostrophe, c'est extraordinaire, je me suis fait embarquer par mes personnages, enfin qui est le truisme de... Bon, c'est pas ça. J'ai négocié avec eux. Et comme précédemment dans le dernier roman qui s'appelle Providence, c'était un roman qui prenait acte d'une chose assez bizarre, je vous l'avoue, qui était que j'avais perdu mon personnage. Comme Sherlock Holmes, à un moment donné, disparaît, comme Conan Doyle fait mourir Sherlock Holmes, j'avais fait mourir Robinson dans Le Mage. Il était explosé dans la nature, parti comme des atomes. Et j'ai fait Providence comme réponse, et j'ai fait presque 4 nouvelles. C'est un livre construit avec 4 avatars. Et le personnage au centre avait disparu. Et là, par chance, plusieurs années après, ça fait bien... Oui, depuis une dizaine d'années, je travaille sur cette question. Enfin, je travaille je ne travaille pas sur ça. Ça vient de là, ça se passe naturellement, tout ça. Et simplement là, je crois que j'ai retrouvé mon Robinson. Il va naître là. Donc au lieu que ce soit un dernier livre testamentaire, comme avait dit quelqu'un, c'est plutôt, j'espère pas, c'est un livre qui va commencer une autre série. Et qui va modifier aussi le tome 3 que j'espère faire, l'histoire de la littérature, mais qui va se servir du roman. Parce qu'au fond, peut-être comme d'autres gens, je ne peux pas revenir en arrière. Si j'ai fait des livres d'essayistes, il faut que ça rentre dans le... Il fallait que je trouve aussi un moyen pour faire rentrer ce taux de parole ou de discussion qu'il y a dans mon histoire de littérature récente dans un coffre de romans. Je ne pouvais pas dire, ah bah non, j'ai fait mon petit essai, je repars en arrière et je reprends l'écriture d'avance. Enfin, moi, je ne sais pas le faire. Je suis guidé quand même par le trajet que proposent les livres. Et voilà. Et tout est parlé. Au fond, il n'y a pas d'écrit, au sens où on l'entend d'habitude. C'est-à-dire même les descriptions du livre ne sont pas prises en compte par un narrateur vraiment extérieur qui serait un narrateur-auteur. La description est interne à la parole, c'est-à-dire c'est quelqu'un, j'ai beaucoup développé ce genre de technique autrefois, c'est comme le colonel Desouaves, les personnages sont quand même des gens qui sont en train de décrire ce qu'ils sont en train de faire, tout simplement. Donc c'est pas tout à fait la description balsacienne, où on dit, voilà, on décrit un lieu, puis on décrit l'action. Ça se fait en permanence dans le dialogue. C'est vrai que le dialogue, encore une fois, comme j'ai fait pratiquement au théâtre que des monologues, avec Laurent Poitrenaud, par exemple, là, on n'est plus dans un dialogue, on n'est plus dans un... Sauf Un nid pour quoi faire, qui est un ancien livre, où il y a quand même pas mal de dialogues. Il se trouve aussi que j'ai eu la chance de traduire La Nuit des Rois de Shakespeare. Et que l'entraînement Shakespeare, le vrai entraînement sur le dialogue, là j'ai appris aussi. Disons que mon goût n'était pas là, et j'ai appris beaucoup. Et donc, voilà un élément de plus de compréhension. Et c'est ça aussi qui donne peut-être cet aspect romanesque aussi, au sens le plus simple, c'est-à-dire que ça parle. Mais effectivement, c'est pas tout ce qu'on entendait autrefois par roman classique, où il y a vraiment d'abord un décor, si je puis... Enfin, on campe un décor, et à l'intérieur de ça, on balance une action. Là, ça se passe toujours en même temps. Ce qui m'a amusé, il y a un modèle évidemment secret, enfin pas si secret que ça du livre, c'est le célèbre Bouvard et Pécuchet de Flaubert, avec ces deux encyclopédistes mélancoliques qui quittent Paris pour aller se mettre au vert et inventer, pour le coup c'est une petite communauté à deux, mais ils partent chargés de livres, chargés de programmes, c'est des espèces d'extraordinaires cuistres, et qui vont, c'est magnifique, ils vont faire... Ils ont en eux le dictionnaire des idées reçues de Flaubert déjà, et ils s'installent dans cette campagne et ils font successivement tous les métiers, on le sait.
ils deviennent aussi bien architectes, paysagistes, anthropologues, enfin, artistes évidemment, écrivains, et ils ratent tout. C'est très beau. Le livre est lui-même inachevé, ce qui est bien. C'est comme si Flaubert avait dit j'en ai mis assez. Là, ce qui se passe, ce sont des Bouvard et Pécuchet à trois, puisque le narrateur, après la mort de son demi-frère, part aux États-Unis où il a une carrière atroce, affreuse, à l'envers de ce que lui conseille de faire son frère, des préceptes de son frère testamentaires, simplement de s'engager politiquement, et de faire une œuvre d'art politique, et pas faire ça pour ni l'argent, ni pour l'art. Et le héros fait le contraire. Il part aux États-Unis, il devient un espèce d'artiste, un porc, on pourrait presque dire. Un comble. Et puis il repart, il est viré des États-Unis, hein, c'est une drôle de choses comme Trump, peut-être un jour, extradé pour sauver le monde. Et il rencontre donc cette Mathilde, une vieille connaissance, et puis il rencontre dans le train un troisième personnage qui s'appelle Pierre, qu'ils adoptent littéralement, et qui va devenir un peu un domestique, un homme à tout faire, et qui finalement va les dépasser parce qu'il est beaucoup plus... C'est un enfant sauvage, c'est une sorte de Gaspard Hauser, mais qui est très surdoué, qui devient un grand pianiste, enfin, puisqu'il choisit de se soigner encore une fois. Le médecine générale, attention, c'est un slogan, c'est une médecine générale. Il s'agit de le faire, il s'agit de se soigner. Et simplement, la différence de Bouvard et Pécuchet, qui sont chargés de savoir, eux, ils sont ignorants, tous les trois, et de manière très différente. L'un, le narrateur principal, on va dire, est ignorant parce qu'il est obsédé par la Trinité, il ne comprend pas. Il ne comprend pas la question religieuse de la Trinité. Il a beau lire des documents sur le concile de Nicée, qui a été le moment où on a inventé cet algorithme génial, inventé par les catholiques. Bon, et il ne comprend pas pourquoi on fait trois divinités pour un seul. On a enfin du monothéisme, et puis on redivise en trois, ça ne va pas. C'est une drôle d'idée. Alors donc lui, il cherche ça, il essaie de comprendre. Elle est partie, elle s'est exilée, elle était trop, comme on disait autrefois, elle est trop ethnocentrée. Donc elle a dit, je suis trop ethnocentrée, très bien. Elle est partie 30 ans en Amazonie, et quand elle revient au même endroit, en France, dans le sud, elle ne comprend plus les coutumes. Donc elle va être obligée de faire une anthropologie de chez elle, pour comprendre où elle habite. Et le troisième, lui, il plane à 2000, il ne sait pas où il est. Mais du coup, c'est presque pas volontaire, si vous voulez. J'avais ce personnage obsédé par la Trinité, et le livre, naturellement, en est venu à faire un trio. C'est vraiment... c'est ridicule de dire que j'y ai pas pensé, mais je pourrais presque dire que ça s'est fait de soi-même. Quant au traitement de l'autobiographie, encore une fois, j'ai l'impression, littéralement, d'arriver au ralenti vers une levée de voile. Comme s'il suffisait de dire un jour, voilà, j'ai perdu telle personne, il s'est passé ça. Moi, ça m'ennuie beaucoup de faire ça, c'est pas parce que j'ai peur, mes amis savent ce qui m'est arrivé. Je sais ce qui est arrivé à mes amis, enfin, le deuil fait partie de nos conversations, donc j'ai pas peur du deuil, au contraire. J'adore que le deuil dure forever, et je dis pas que j'adore perdre des gens, mais je suis obligé de dire qu'en les perdant, je m'occupe d'eux au ralenti, j'ai pas besoin de le crier sur les toits. Simplement, j'ai l'impression, effectivement, de m'approcher par la langue, pas au plus près de la révélation, s'il y en avait une. Mais c'est une sorte d'asymptote, ça touchera jamais. C'est-à-dire, je ne me révélerai jamais, c'est pas parce que c'est pas une morale. Enfin, est-ce que c'est une morale de ne pas raconter? Je ne sais pas. C'est quand même bizarre pour un écrivain de dire je ne raconterai pas. C'est le contraire de ce qu'on attend de lui, David. Mais ça permet, en différant ce deuil, d'avoir finalement une œuvre plus longue sur ce même sujet. Ça permet simplement de l'entrelacer, de le faire affleurer. Et très franchement, je vous avoue que je ne le calcule pas du tout. Mais je m'entretiens avec ce... C'est comme si je faisais comme si je faisais du judo avec des absents. Et je sais pas quoi. Ça, il faut sans doute être un petit peu discret si on veut que ça dure. Mais ce sera peut-être moins frappant. Ça fait peut-être pas un gros choc. Ça fait pas un drame. Mais j'aime pas les livres qui sortent et créent des drames, non? Je préfère que les livres s'infusent lentement, se mélangent. D'ailleurs, on m'a dit que ce livre-là aussi reprenait beaucoup les autres, les précédents. Mais en fait, j'ai peut-être qu'une seule histoire à raconter, voilà.
Et je me rends compte maintenant. Et je vais faire la suite. Quant aux vrais faits autobiographiques et aux vrais bouleversements, aux vrais deuils que j'ai pu vivre, ils sont là, mais la question n'est pas de savoir si c'est vrai ou faux. Ils aspirent, ces événements aspirent la douleur des autres. Il y a la douleur de Marie de Duras qui est à votre mur, là, au même moment, je viens de le lire. J'allais dire qu'ils aspirent, je tombe, il y a marqué Duras la douleur, ben voilà. Ils aspirent la douleur. Progressivement. Alors c'est vrai que la boule augmente, c'est vrai que ça brûle de plus en plus, et ce livre est un peu plus brûlant que les autres, sur ce point. Et puis, puisque vous me posiez la question au départ, il y a un problème avec les modes. C'est un livre, c'est plus un roman parce que j'ai toujours écrit au présent. Et j'explique dans le livre que le narrateur, qui a perdu son frère lui dit, il va mourir et lui dit, sur son testament, il écrit « Si je meurs » avec un subjonctif, E, M-E-U-R-E. Qu'est-ce que c'est que ça? Et je pense que le narrateur, comme il explique, après ce drame, ne comprend plus les modes, ne comprend pas ce que la différence entre le subjonctif et le conditionnel, pourquoi, à quoi ça sert. Le passé simple, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire qu'il a un problème avec les temps. Donc il écrit au présent, et donc j'ai écrit au présent, moi, pendant des années, et c'est pas un hasard si d'ailleurs ces livres peuvent aller plus facilement au théâtre, puisqu'ils sont performatifs, ils sont pris dans l'action, ils sont pris dans le live. Là, il y a des concordances de temps bizarres. Il y a du passé qui arrive, du présent, il y a du présent, et d'ailleurs ça se termine par, donc je peux spoiler, ça se termine par si je meurs pas, M-E-U-R-S, enfin au présent. Et non pas une promesse. Donc c'est un livre très. Il y a un happy end. C'est donc un roman. Hein. Il y a toujours un happy end dans les romans. Plus ou moins. Voilà. Je me suis toujours intéressé aux rapports sociaux de l'endroit d'où je viens, parce que c'est juste. Je peux m'intéresser aux questions sociales, évidemment, de la France entière, et j'espère aussi un peu d'autres pays que le nôtre. Mais il se trouve que j'ai une petite expérience sur 3 hectares. Je sais pas. Sur ce que c'est qu'un petit village à la campagne, et donc j'ai des informations, grâce à mon père, du 19e et du 18e siècle, j'ai des informations sur les rapports entre les gens, j'ai des informations concrètes, comme si mon père avait été un historien au fond, et m'avait légué tout ça pour pouvoir écrire. Et simplement, ce que j'ai mis du temps à comprendre, c'est que l'Ancien Régime est loin depuis longtemps, mais il persiste, il dure. Donc c'est pas tellement même les gens, bien sûr il y a des gens qui sont nostalgiques, des espèces de vieux aristocrates, des capitaines fracassent dans des châteaux détruits, ça existe encore. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est que c'est les autres gens autour qui entourent, plus ou moins au service de ce château mystérieux, comme dans Kafka, hein, et ben même s'ils ne le savent pas, je crois, ça c'est la petite théorie du livre, les traces persistent. Et donc quand cette Mathilde revient de 30 ans d'Amazonie et qu'elle revient dans son pays d'origine, elle est obsédée, d'ailleurs, tout le livre, d'ailleurs, elle bassine tout le monde, et tout le monde, les 2 autres n'arrêtent pas de lui dire d'arrêter de parler de ça, parce que ça devient épuisant. Elle comprend pas tout ce système de dons, de contre-dons très complexes, et de séparation sociale des groupes. Alors qu'on a l'impression, vu de loin, quand on arrive dans ce pays, que les gens sont assez égaux, font à peu près les mêmes choses, ont à peu près les mêmes voitures, il y en a un qui a un portail avec un peu plus haut que l'autre, mais au fond, ils ont à peu près, ils regardent les mêmes choses à la télévision le soir, ils ont une culture commune. Mais il y a quelque chose qui persiste, d'une lutte des classes, et que je pense que la gommer, comme on essaie de le faire beaucoup aujourd'hui, est très grave. C'est très grave pour la compréhension de soi-même et pour le développement de soi-même, justement, pour les gens. Donc ce livre n'a pas la prétention d'être un livre de sociologie, mais il s'inspire beaucoup de ce que j'ai, pour le coup, vécu moi, et l'expérience que je fais, l'enquête que je fais, au fond, en vivant là-bas. Beaucoup. Donc c'est un roman, mais alors d'un coup, on va finir par dire que c'est un documentaire. On a des problèmes de genre. Hein. Pour revenir sur le récit lui-même, le narrateur qui perd son frère repart finalement avec un héritage. Et son demi-frère lui dit ce que tu dois faire, en pointant le doigt sur lui, ce que tu dois absolument faire, c'est faire conjointer ton projet personnel et ton projet social. Bizarre mot, conjointer, faire conjointer finalement ce que tu imagines de faire et simplement les autres, tout simplement. C'est ce que je veux dire, c'est une manière de parler de l'engagement.
Mais pourquoi ce mot si bizarre, ce mot qu'on n'emploie pas? On l'emploie, le conjoint, c'est un mot qu'on emploie souvent, le conjoint, pour parler de son époux ou de son épouse. Mais conjointer, c'est plutôt un truc de... ça me fait penser à quelque chose de la maçonnerie. Je suis conjointé, le carrelage, quoi. Et c'est tout d'un coup qu'il a employé ce verbe avec autant de sérieux, comme si c'était un terme qu'on employait, un terme juridique normal, etc. Ça m'était resté très, très, très fort. Et donc justement, le narrateur ne suit pas ce précepte et fait exactement l'inverse et part aux États-Unis pour devenir vraiment un artiste, entre guillemets, affreux, mais qui existe vraiment. Hein. C'est quelqu'un qui secoue des bouteilles de champagne sur des filles dans des boîtes de nuit américaines. C'est un vrai personnage. J'ai trouvé ça par hasard sur le net. C'est vraiment quelqu'un qui ne fait pas conjointer son projet personnel et son projet social. Donc après, tout le livre, ça va être ça. Ça va être qu'est-ce que c'est que ce projet? Qu'est-ce que c'est que ce projet? Qu'est-ce que c'est que ce conjointé? Et qu'est-ce que c'est que médecine générale? Pourquoi? De quoi est-on malade? Parce qu'on n'a pas suivi les préceptes d'un grand frère formidable et qu'on fait autre chose. Alors on est malade alors? Alors si on est malade, comment on se soigne? Est-ce qu'il faut se soigner tout seul? Est-ce qu'il faut partager sa maladie? Et puis finalement, ce dont on a besoin tous. Bien sûr, on dit qu'on manque de médecins généralistes dans le désert médical. On dit ça aussi, hein. Même si là, pour moi, c'est plus un ton comme une formule indienne. Prendre médecine. Et finalement, j'ai oublié ce que je voulais dire. La maladie orpheline, oui, c'est un mot terrible, parce que ça existe vraiment, mais le concept est très émouvant. En même temps, une maladie pour soi, une maladie unique. Parce qu'au fond, le médecine générale, c'est ça. Le projet du livre, c'est de savoir si on a besoin, plutôt pas besoin d'une médecine particulière, d'une médecine pour chacun. Parce que finalement, la médecine générale, c'est formidable, mais on aurait envie qu'on s'occupe de nous individuellement de manière merveilleuse, c'est-à-dire en nous connaissant. C'est tout. Je pense que les gens, ils n'ont pas tellement envie de médecine générale, ils veulent une médecine particulière. Chacun veut la sienne. Et un livre peut tout à fait jouer ce rôle, puisqu'on est dans un grand moment d'art-thérapie. Non, tout le monde adore l'art-thérapie. Bon, ben voilà, on va dire que c'est un livre d'art-thérapie fictif. Quand on lit intensément, comme je le dis dans le livre, quelqu'un, on adopte très vite sa logique. Donc, c'est vrai que ça rend justice à la vitesse réelle du livre que j'ai proposé, au fond. C'est-à-dire à quelle vitesse doit-on prendre. Et mon ami Pascal Dussapin, le compositeur, m'a dit une chose qui m'a beaucoup intéressé. Il m'a dit, tiens, alors qu'il connaît bien mon travail, il m'a dit, c'est étonnant, dans ce livre, on dirait qu'il y a deux vitesses. Une vitesse lente et une vitesse rapide. Et il dit, c'est assez rare et intéressant pour lui, parce que musicalement, il trouve que c'est intéressant de suivre une trajectoire musicale tout en profitant des détails. Et quelquefois c'est l'un ou l'autre. La grande forme fait qu'on ne suit pas les événements. Et quelquefois, on aurait peut-être besoin de les distendre. D'ailleurs, je parle dans le livre d'une nouvelle mode de la musique électronique aujourd'hui, qui s'appelle Slow and Reverb. C'est-à-dire que vous prenez n'importe quel morceau de n'importe quel tube, et vous le ralentissez. Et pour faire monter une mélancolie, et au lieu de faire danser les gens, vous les faites flotter. Ça, c'est bien. Slow and Reverb, ce serait beau. Alors donc, moi qui vais plutôt vite, ben, j'expérimente un peu de lenteur. Et si il pouvait y avoir dans ce livre des moments, comme on l'a déjà dit, où on se perd un peu vers le milieu, alors ce sera peut-être un roman. Parce qu'un roman, c'est aussi, il faut se perdre dans une forêt. Ça ne peut pas être ciselé. Et c'est peut-être ce qui a changé dans mon travail, c'est qu'avant, pour le coup, la logique que j'adoptais, dont vous parlez, c'est la logique poétique. Même si ça pouvait apparaître comme un roman. Et d'ailleurs, les fins étaient toujours poétiques, c'est-à-dire évanescentes. C'est-à-dire les héros, la situation l'évitait, si je puis dire. Pour le coup, il y avait une résurrection, ou plutôt une disparition, une montée du tombeau, à chaque fois, plus ou moins. Surtout dans Fairy Queen, où l'héroïne est avalée carrément comme si elle partait, ou à la fin de Providence aussi, comme s'il partait dans le cosmos. Et là, c'est différent parce que ça se termine les pieds sur terre. Et donc, oui, j'aimerais bien que le lecteur adopte ma logique, mais du coup, c'est une logique qui va vite et lentement, donc peut-être qu'en lisant lentement, on va perdre la musicalité, la rythmique, mais on va gagner les détails, et inversement. Donc c'est idiot de demander au lecteur de lire le livre 2 fois, mais c'est un petit peu mégalomane. C'est le début de la secte. Hein.
Demander aux gens de lire 2 fois un livre, après ça devient la Bible. O lente lente currite noctis equi. Lentement, lentement, les chevaux de la nuit. Il y a une phrase du livre, c'est très embêtant de commencer à citer, mais bon, je le fais. S'approcher à pas de loup de son propre conte. Finalement, son propre conte, c'est ce que je veux dire exactement par se mythologiser. C'est peut-être le rôle de l'écriture, c'est peut-être le rôle de la littérature. C'est de pouvoir faire mûrir très très lentement des phénomènes pour les rendre mystérieux et du coup pouvoir écrire avec. Donc il faut du temps. Il faut du temps pour laisser. Justement, c'est pour ça qu'il ne faut pas dévoiler pour vous répondre à votre question d'avant. Ce serait bien que laisser bouillir la marmite de la sorcière très 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 longtemps pour obtenir un peu quelque chose qui serait mythologique, c'est-à-dire partageable, parce que c'est la seule chose qu'on peut partager avec un lecteur. Sinon, on va lui asséner sa propre vérité, ce qui est quand même pas suffisant, je crois, pour faire un livre. Ce livre il est presque entomologiste, et il ne fait pas que décrire les oiseaux disparus ou le vide de la campagne, il décrit aussi des espèces d'êtres en voie de disparition, des espèces de bourgeois décadents, complètement cintrés, et pris encore complètement dans la domination que j'essaie de dénoncer dans ce livre, enfin, pris dans une hiérarchie sociale d'une violence encore aujourd'hui, et on en a de moins en moins conscience, je crois. Enfin, on le voit avec le monde de l'argent, on le voit avec l'argent, avec les disparités énormes qu'il peut y avoir dans les gains des êtres humains. Mais là, c'est pire, c'est des gens qui se différencient avec leur histoire. Ils croient qu'ils ont plus d'histoire que les autres. C'est quand même fascinant. Et donc ils ont des droits. À partir du moment où on a plus d'histoire, on a le droit. Ce champ est à moi depuis 1000 ans. Ou 50, c'est terrible. Donc tout ce qui est enchanteur dans une famille, dans le cercle d'une famille, parce que c'est ça que j'appelle la mythologie familiale, de chaque famille à la sienne, mais c'est peut-être une mythologie meurtrière pour les autres. Donc il faut trouver celle qui échappe à cette séparation sociale pour essayer de rêver d'un... Il y a un tout petit peu d'utopie dans ce livre quand même, un poil. Enfin, c'est un autoportrait, mais c'est la même histoire que Providence. Seulement dans Providence, j'avais 4 personnages, je les avais séparés, véritablement. Et au centre, il y avait un narrateur absent. Donc c'était comme si un narrateur disparaissait, et qu'à sa place, il y avait 4 figures qui étaient sorties comme dans Métempsychose, quoi. Il y avait un jeune homme qui devient une vieille dame, un vieux monsieur mourant, enfin, c'est évidemment... c'est encore une fois peut-être un roman, parce que j'ai pu, moi, alors là, en tant que personne, diviser mes deuils, diviser mes problèmes en 3. C'est un gain. Je découvre le roman à mon âge, je découvre le fil à couper le beurre, c'est fantastique. De pouvoir diviser sa douleur en plusieurs. Je dirais que les 3 personnages, en tout cas, je ne sais pas comment ce sera un modèle mathématique où on aurait 3 points et qui se réunissent en un point virtuel qui serait alors peut-être quelque chose qui me ressemblerait. Mais il y a aussi j'ai une amie qui m'a dit, il y a un écureuil, tu fais un portrait d'écureuil. Il m'a dit, mais c'est toi l'écureuil. Mais enfin, je n'avais pas vu. On a beau travailler beaucoup. Je fais pas ça facilement, tout ça. Je mets du temps. Et heureusement, pour dire une banalité, heureusement qu'il y a un peu d'autonomie du texte. Le texte finit par tourner, marcher seul. C'est ce que j'essaie de dire dans l'histoire de littérature récente, à quel point il faut arrêter de vouloir écrire, quand même. Il faut aussi piéger l'écriture, c'est-à-dire la préparer, il faut être rusé avec ça. On ne peut pas tout faire à la force du poignet. Il faut à un moment donné donner les moyens pour que justement cette espèce de mythologie étrange monte et que l'écriture fonctionne comme une machine presque solitaire. Et que l'écrivain est quelqu'un aussi qui surveille l'écriture en train de se faire. C'est pas tout à fait le gars qui écrit. Moi, je m'occupe des détails. Je vois passer des grosses choses et puis je suis myope. Écrire, c'est assez myope. C'est se mettre très près du texte.